Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, un petit épisode un peu particulier. On va parler de la SEC. Vous avez sans doute vu dans les infos que la SEC attaque Binance et Coinbase en justice. Alors, il y a eu énormément de vidéos YouTube, d'articles sur ce sujet, donc je ne vais pas rentrer sur les faits. Qu'est-ce qui est reproché à Binance et Coinbase? Il y a plein d'informations partout. Donc ça, il y aura pas beaucoup de valeur ajoutée. Je vais plutôt essayer d'analyser la situation et connaître les raisons. Pourquoi la SEC réalise ces attaques. Mais avant de commencer, alors je voulais juste vous citer une citation de Gandhi. Alors il y en a qui disent que c'est pas Gandhi qui l'a dit, mais bon peu importe, c'est plus la phrase qui est intéressante. Vous connaissez sans doute cette phrase: d'abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, ensuite ils vous combattent et enfin vous gagnez. Et c'est vraiment symptomatique de la technologie blockchain. Quand c'est sorti, personne ne connaissait, c'est vraiment, ça reste dans l'ombre. Ensuite, ça a commencé à être un petit peu connu, mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Qu'est-ce que c'est que ton truc, ton Bitcoin? Les gens ils savent même pas le dire. Le Bitcoin, c'est quoi ton truc? C'est du vent, ça n'existe pas, etc. Là, on a la phase actuelle, c'est-à-dire ils vous combattent, ils ont compris l'intérêt de la technologie, ils se rendent compte qu'il y a énormément de flux qui rentrent dans que ce soit les instits ou les entreprises commencent à s'intéresser énormément à cette technologie. Donc on est là, pour moi, à la phase du combat. Et pour moi, d'ici moins de 10 ans, on aura gagné entre guillemets la guerre, c'est-à-dire que ce qu'on entend par gagner, c'est-à-dire que la technologie aura atteint toutes les couches de la société, tous les secteurs d'activité, et donc il y aura même plus de questions à se poser sur cette technologie, elle sera là et elle sera adoptée. Voilà. Alors, autre paramètre. Pourquoi il y a une attaque de la SEC en ce moment? Alors pour moi, déjà, le premier paramètre, c'est que si vous avez suivi les actualités, en général, quand les États-Unis sont pro-crypto, la Chine bannisse la crypto-monnaie. Et inversement. Très récemment, les Chinois, par l'intermédiaire de Hong Kong, ont ouvert les vannes des crypto-monnaies, et comme un miroir, les États-Unis combattent les crypto-monnaies. Donc c'est de la géopolitique, ça c'est au niveau mondial, et vous verrez, je suis quasiment sûr que au prochain cycle, lorsque les USA, si on en parlera tout à l'heure, lorsque le président va changer, redeviennent pro-crypto, je suis quasiment sûr que l'Asie et la Chine plus particulièrement changera d'avis. Donc voilà, c'est la géopolitique, c'est comme ça maintenant. Il y a les BRICS d'une manière générale d'un côté et les États-Unis et ses alliés de l'autre. Et donc ils se font leur petite guéguerre, ce qui peut expliquer notamment pourquoi les États-Unis commencent à renier les cryptos, en tout cas à l'instant T. Alors après on va se zoomer un petit peu sur le fameux Gary Gensler, GG on va l'appeler, Gary Gensler. Alors il faut savoir que en 2019, cette personne a postulé pour devenir advisor, donc conseiller, on va dire, auprès de Binance. Donc, ce serait vraiment, j'entends beaucoup de gens qui le critiquent et qui disent oui, il comprend rien à la technologie, etc. Je pense qu'il faut vraiment pas le prendre pour un teubé. Il est très intelligent, il est très compétent. S'il est là, c'est pas par hasard. Il comprend très bien les enjeux. Faut surtout pas le sous-estimer. Par contre, il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire c'est un homme politique. Un homme politique, là, alors ils ont deux qualités, c'est que ils retournent souvent leur veste. Donc là, il y a clairement un retournement de veste, mais il est dans c'est pas personnel, c'est son rôle politique. C'est-à-dire peut-être qu'à titre perso, il a du Bitcoin, des cryptos, et il a peut-être bien des gros bacs de crypto, mais là, il a été nommé par le président des États-Unis, par Biden. La politique de Biden là actuellement est anti-crypto, donc il fait le bon petit soldat et il fait ce que son chef lui dit de faire. Ensuite, comme tout homme politique, il peut être éjecté, c'est un siège éjectable, donc pour moi c'est quelque chose qui est provisoire. Déjà siège éjectable puisque vous avez peut-être vu l'actualité hier,
il y a deux sénateurs républicains qui ont demandé, qui ont voulu que devant le Congrès, il y ait une loi pour que, enfin un amendement pour que le Gensler GG soit démis de ses fonctions. Bon, il y a peu de chances que ça passe, mais c'est pour vous dire que il a pas que des amis, hein, GG voilà, au sein de l'État des États-Unis, donc il peut sauter. Autre paramètre, c'est que dans un an, on va changer sans doute de président, sauf si Biden est réélu. Je vais développer juste après. Et puis, vous avez également en cours le procès XRP. Et le procès, c'est comme pour les autres tokens qui sont cités dans l'affaire Binance Coinbase, c'est-à-dire est-ce que c'est un securities ou pas. Et si c'est en cours de jugement, ça peut durer des années, des années, des années. Sincèrement, je pense pas que ça va se résoudre cette année. Je pense que ce sera au minimum au prochain cycle. Mais admettons qu'il y ait une décision de justice qui d'un coup sort et qui soit pro XRP, donc c'est-à-dire que ce soit plus une securities, mais que ce soit affilié à la CFTC comme une commodities, eh bien, ça pourrait venir en contradiction avec l'attaque de la SEC. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, c'est de la politique, c'est mouvant, un coup à gauche, un coup à droite, en fonction de qui est le président. Ça peut être aussi électoral, avoir des électeurs, voilà. Donc l'homme en lui-même sait très bien ce qu'il fait, mais tout est politique, donc tout est calculé. Faut arrêter de croire que faut arrêter de croire que c'est des incompétents, ils savent très bien ce qu'ils font, mais tout est téléguidé de Biden, et puis après c'est des jeux politiques aussi bien au niveau national que international. Voilà. À propos de candidats pour les prochaines élections américaines, puisque ça peut jouer ensuite sur, comme je vous disais, sur la politique envers les crypto-monnaies. Donc côté républicain, bon, il y a plusieurs candidats, puisque c'est voilà. Alors il y a évidemment il y a Trump lui qui est plutôt pro crypto. Il va y avoir tout un tas de candidats. Bon, il y en a qui sont moins connus que d'autres. DeSantis est le principal challenger, comme ils disent. Donc ça risque d'être côté républicain, soit DeSantis, soit Trump. Donc plutôt pro crypto. Côté démocrate, on va avoir bien évidemment Biden qui se représente, qui compte se représenter. Et puis et côté démocrate, vous avez également Robert Kennedy Jr., donc qui est le petit-fils de Kennedy, qui est également pro-crypto. Donc pour moi, sur les 4 prochains probables présidents, donc 2 républicains, 2 démocrates, on a quand même 3 qui sont pro-crypto et un, bon, Biden, s'il était réélu, qui serait anti-crypto. Vous voyez, même dans un an, il y a de très fortes chances que du coup, ça bascule au niveau du président, et donc que tout se retourne. Donc voilà, pour moi c'est vraiment du provisoire, on est vraiment à l'étape voilà, où on attaque les cryptos, et je pense qu'au prochain président, voilà, l'adoption arrivera au prochain cycle et au prochain président. Après je peux me tromper, mais c'est ma vision des choses. Ensuite, je voulais faire juste un point. Pourquoi ils attaquent? Quel est leur intérêt? On pourrait se dire, de toute façon c'est une technologie, pourquoi ils attaquent les crypto-monnaies? Quel est leur intérêt? Alors j'en ai relevé 4. Alors le premier, c'est la protection du consommateur. Alors ça, évidemment, c'est une entourloupe. À chaque fois que qu'on veut vous restreindre une liberté, évidemment, on dit, bah c'est dans votre intérêt. C'est pour vous, c'est pour vous protéger des scams, pour vous protéger des méchants vendeurs de drogue qui utilisent les bitcoins. Bon, bien évidemment, c'est un prétexte, mais ça peut justifier auprès de l'opinion publique. La deuxième, c'est la préservation du contrôle monétaire. Bien évidemment, vous n'êtes pas censé savoir, vous n'êtes pas censé ignorer que voilà le dollar est extrêmement manipulé, on va dire, hein, c'est vraiment le terme, manipulé. On peut imprimer des dollars comme ça, on fait des prêts aux banques, bon, c'est toute une machinerie derrière. Et la stabilité de ce dollar peut effectivement être mis en danger par d'autres formes de monnaie comme les stablecoins ou pourquoi pas le Bitcoin, même si bon, Bitcoin, bon, pour l'instant n'est pas stable, donc il y a peu de chances qu'on l'utilise en monnaie, mais bon, l'idée est là. Ensuite, évidemment, lorsque vous contrôlez la monnaie, vous contrôlez le pouvoir. Donc, le fait que les crypto-monnaies et les DAO se développent, ça peut également
affaiblir en quelque sorte le pouvoir des hommes politiques, et donc ça peut mettre des bâtons dans les roues aux politiciens, et donc on peut estimer que c'est dans leur intérêt que ça ne se développe pas trop. Troisième point, laisser de la place aux CBDC. Donc les CBDC, pour ceux qui ne savent pas, c'est les crypto-monnaies de banque, enfin qui sont émises, des monnaies numériques de banque centrale. L'avantage de ces CBDC pour les États, bien évidemment, c'est que vous pouvez mettre n'importe quoi dans le code. Donc vous pouvez, comme le yuan numérique, vous pouvez mettre une date de péremption. Par exemple, on prend l'exemple d'un travailleur, un fonctionnaire par exemple, qui toucherait son salaire avec des dollars de CBDC, ou un Chinois qui toucherait des yens numériques. Et on pourrait lui dire, bah écoutez, vous avez 30 jours pour dépenser tout votre salaire, après c'est désactivé. Ou bien voilà, mettre tout un tas de conditions ou de choses dans le code pour voilà, vous manipulez, ni plus ni moins. Je ne sais pas si par exemple vous faisiez, ça peut être n'importe quoi, dès que vous faites un délit ou si vous faites un crime, on vous retire votre argent. Voilà, des choses comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que lorsque vous voulez mettre en place des CBDC, ce serait bien de faire de la place et de virer tout ce qui ressemble un peu à ça, donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, le Monero, enfin toutes les autres crypto-monnaies. Moins ce sera développé, plus ça laisse de la place pour les CBDC. Et la dernière raison que j'ai trouvée, c'est tout ce qui est lobbying bancaire, bien évidemment, puisque les cryptos rentrent sur les plates-bandes des banques. Donc le lobbying bancaire est extrêmement puissant aux États-Unis, donc ce serait pas étonnant que ces derniers mettent la pression sur les présidents et les sénateurs qui sont en place aux États-Unis. Et puis on peut très bien penser qu'il y ait des pots de vin, etc., des bacs chiches évidemment, pour que ces derniers mettent la pression sur les crypto-monnaies qui font un peu d'ombre au secteur bancaire. Voilà. Je crie pas au complot, mais ça peut être des choses qui peuvent exister. Voilà. Pour finir, je vous ai fait un petit schéma. Je voulais vous expliquer comment on peut attaquer le secteur des crypto-monnaies. Et vous allez comprendre au travers des actualités la logique. Je vous ai fait un mini schéma, donc en blanc tout autour. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Tout autour en blanc, c'est tout ce qui est centralisé, et la bulle verte du milieu, ça va être tout ce qui est décentralisé. Je vous la fais simple. D'un côté, les professionnels, vous avez les banques, qui sont bien évidemment centralisées. Vous avez tous les émetteurs centralisés de stablecoin, donc Circle et Tether, qui émettent l'USDC et l'USDT. Vous avez les banques de leur côté qui financent les startups et les protocoles. Lorsque vous êtes une startup en crypto-monnaie et que vous voulez créer, recruter des développeurs, lever des fonds, etc., vous faites un financement auprès d'une banque. Et entre Circle, Tether et les banques, il y a également un lien puisque tous les USDT et USDT que vous émettez, ils sont backés à 1 pour 1 en banque. Donc là, vous avez le schéma. Et de l'autre côté, vous avez les particuliers qui, pour accéder au BTC et ETH, sont obligés de passer par un exchange. Alors il y a d'autres moyens, il n'y a pas que ça, mais j'ai schématisé. Entre autres, vous pouvez passer par des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase pour faire ce qu'on appelle du caching, donc rentrer, échanger des euros ou des dollars ou ce que vous voulez contre des crypto-monnaies. Donc vous passez par eux. Tout ce qui est dans la bulle, donc en vert, c'est du décentralisé. Donc vous pouvez pas l'attaquer directement, c'est intouchable. Il y a pas, c'est hors juridiction, c'est décentralisé, donc ça fait pas partie d'un État. BTC, il n'y a pas un État BTC, donc vous pouvez pas attaquer. Voilà, donc ce que j'ai dit, décentralisé, pas de PDG, il n'y a pas de PDG pour le Bitcoin, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de, voilà, vous pouvez rien faire, ils sont intouchables. Donc, comme vous pouvez pas directement attaquer la bulle verte, qu'est-ce que vous faites? Les 3 croix rouges, vous attaquez indirectement les flèches, voilà, les liens entre le décentralisé et le centralisé. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les banques. Vous vous souvenez de Silicon Valley Bank et Silvergate, qui finançaient les startups, voilà, pour les crypto-monnaies. Donc là, hop, on les a fermés. Voilà, vous vous rappelez, hein, vous êtes pas solvable. Allez, hop, salut, circulez, y a rien à voir. Comme ça, hop, on coupe ce flux-là. Deuxième flux
Alors, Circle et Tether. Alors, indirectement, effectivement, lorsqu'on a attaqué Silvergate, on a attaqué l'USDC, indirectement, puisque l'USDC avait des pegs. Je reviendrai sur Tether juste après. Et la troisième possibilité, c'est de s'attaquer aux exchanges, donc c'est ce qui a été fait récemment, Binance, Coinbase, il y a tous les autres, hein, mais bon là c'est les deux plus gros, donc ils ont tapé dans les deux plus gros, hein, bien évidemment, pour essayer de les déstabiliser, essayer de faire rug pull. Le but c'était que les gens enlèvent tous leurs fonds de ces plateformes pour qu'elles fassent faillite, et puis que voilà ce lien-là, que les particuliers n'achètent plus, ne puissent plus se ravitailler aussi facilement en crypto-monnaie. Voilà un peu les trois possibilités pour attaquer le système crypto, puisque vous pouvez pas le faire directement. Pour Tether, il n'y a pas eu pour l'instant d'attaque. Il y avait des rumeurs, mais ça date de quelques années, mais il n'y a pas eu de vraie attaque. Je pense que, alors, bon, je touche du bois, mais je pense que un jour ou l'autre, Tether, il va y avoir du FUD dessus. Alors, soit une attaque par vraiment monétaire dessus, ou bien un scandale ça m'étonnerait pas qu'un scandale éclate, comme quoi ils aient pas les fonds, ou qu'il y ait de la corruption, ou voilà, puisque c'est une des circles a déjà été un petit peu touchée via les banques, mais Tether pour l'instant s'en sort bien. Mais sachant que c'est le plus gros stablecoin, ça ne m'étonnerait pas que d'ici alors quelques semaines, quelques mois, ou pendant le prochain cycle, Tether ait des soucis, qu'il y ait des FUD qui commencent à arriver, et puis que, comme par hasard, il y ait des soucis avec Tether qui arrivent. Je lis pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, mais voilà. Essayez d'avoir bien ce schéma en tête, et après vous allez vous relativiser un peu quand vous voyez les news. Voilà. En plus, on est plutôt en bear market, tout en bas. Donc vous connaissez la stratégie des baleines. Plus vous mettez du FUD sur les particuliers, plus ils vendent leur crypto-monnaie et plus les baleines peuvent racheter. Donc tout ça mis bout à bout, on comprend un petit peu mieux le fonctionnement et leur stratégie. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Et pour ma part, je vous retrouve à bientôt pour la suite avec un petit airdrop pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bonne soirée.